Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire à destination de toute l'industrie de l'assurance sur le thème de l'assurance affinitaire du futur. Alors avec ce titre, vous allez peut-être penser qu'on va partir dans la stratosphère, mais vous allez voir, c'est tout le contraire. Comme d'habitude, on a choisi d'être très concret pour notre échange, pragmatique, et notre objectif, ça reste de vous apporter des idées actionnables que vous pourrez tester juste après notre événement. Alors, le sujet, on l'a dit, c'est l'assurance affinitaire du futur et on va l'aborder avec deux grandes parties. On parlera d'abord du panorama marché, on discutera des enjeux sur toute la chaîne de valeur, côté assureur, côté distributeur, et puis bien sûr les implications côté courtage en termes d'innovation. Et puis, dans une deuxième partie, là, on sera très concret sur le plan d'action à mettre en place, quels sont les vieux réflexes à abandonner, quelles sont les approches innovantes que vous pourrez tester, et puis on verra comment le penser client, le penser consommateur peut vraiment changer les choses. Alors, pour traiter ce sujet, eh ben, on s'est bien entouré. On a avec nous aujourd'hui 4 experts et je vous les présente tout de suite. Alors, on commence par David Sardas. Bienvenue David. Toi, tes spécialités, ce sont les transformations stratégiques des acteurs de l'assurance au sens large et plus particulièrement les transformations en matière de distribution. Alors, au cours de tes 20 ans d'expérience, tu as alterné entre le conseil chez Mazars, Deloitte et puis aujourd'hui chez Accenture, et puis un banque assureur, le Crédit Agricole, où tu as évolué donc de l'inspection générale au poste de directeur de l'innovation pour Crédit Agricole Assurance. Merci beaucoup d'être là, David. Merci à vous. Ensuite, Anthony Cimier. Bienvenue aussi, Anthony. Toi, tu as évolué dans le courtage donc depuis 20 ans, dans différentes structures, MMA par exemple, AXA, Willis Towers Watson, anciennement Gras Savoye quand tu y étais. Et puis ensuite, tu as cofondé Ovatio, qui est un courtier spécialisé dans les risques spéciaux. Et puis, il y a 4 ans, tu as rejoint Chubb en tant que directeur des assurances de personnes d'abord. Et aujourd'hui, tu es directeur des Consumer Lines. Donc, pour l'audience, ça veut dire qu'on regroupe les assurances de personnes et de biens. Est-ce que j'ai bien expliqué, Anthony? Oui, tout à fait. Dédié surtout aux particuliers au sens large par le biais de la distribution affinitaire. Bonjour à tous. Merci en tout cas d'être là, Anthony. Et puis, on aura Laurent Sello. Laurent, toi, aujourd'hui, tu es notre grand référent en matière de courtage. Pareil, pas loin de 20 ans d'expérience dans le domaine. Au groupe France Courtage d'abord, avant de rejoindre aussi Gras Savoye, donc à l'époque, et finalement arriver chez Marche, où tu occupes le poste de directeur adjoint affinitaire et risques spéciaux. Donc, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui. Merci à toi, Elodie. Bonjour à tous. Et enfin, on aura Arnaud Ducruy. Arnaud, toi, tu es actuaire expert chez Sénat. Avant ça, tu as passé 7 ans à la CPR où tu étais contrôleur des assurances. Et puis, tu as rejoint Sénat à ses tout débuts, avant même qu'on ait notre agrément. Et donc, tu as travaillé pour qu'on l'obtienne. Et aujourd'hui, tu portes avec Jean Nicolini, notre directeur assurance, le développement de l'activité actuariat, notamment sur l'affinitaire, notre sujet du jour. Merci beaucoup, Arnaud, d'être avec nous. Bonjour à tous. Alors, les présentations sont faites. Juste avant qu'on démarre, quelques petits sujets logistiques pour l'audience. Vous allez voir donc en bas à droite de votre écran que vous pouvez utiliser le chat. Vous l'avez déjà fait pour vous saluer, mais vous pouvez aussi laisser vos commentaires, vos réflexions
éventuellement des bonnes pratiques que vous voudriez partager avec tous. Juste à côté, vous avez un onglet questions. Alors, ça va de soi, c'est pour poser vos questions. En tout cas, c'est dans cet onglet-là qu'on ira piocher les questions au fil de la discussion ou à la fin de l'échange selon le temps qu'on aura. Et puis, puisqu'on est sur la logistique, je vous propose qu'on teste tout de suite une première interaction avec notre plateforme, avec un petit sondage. Donc, le sondage va s'afficher là au milieu de votre écran pour que vous répondiez tous à la question. Selon vous, l'assurance affinitaire du futur, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est plutôt une innovation tarifaire avec des tarifs adaptés en temps réel au risque? Est-ce que c'est plutôt des innovations en termes de délai de souscription, des parcours très rapides avec des process innovants comme le sans justificatif par exemple? Ou est-ce que c'est de l'ordre du service, un service donc qui laisserait 10 fois plus de temps à vos équipes à consacrer aux clients parce qu'on aurait automatisé tout l'administratif et la conformité. Donc voilà, je vous laisse répondre tranquillement à ce questionnaire et on reviendra sur vos réponses un peu plus tard. Donc c'est parti, je vous propose qu'on démarre et comme on l'a dit, on va d'abord essayer de comprendre le contexte, en fait, les tendances dans lesquelles l'industrie de l'assurance se trouve aujourd'hui, ce qui se passe côté assureur et assureur, côté distributeur et puis ce que ça implique côté courtier. Alors, Arnaud, j'aimerais bien qu'on commence avec toi, parce qu'aujourd'hui, tu es en contact avec de nombreux assureurs dans le cadre de ton activité, des réassureurs et puis les courtiers tous les jours. Si tu devais donner une note générale au climat assurantiel au global, ça serait laquelle et pourquoi tu donnerais cette note? Pour la note, on va dire que comme je suis de nature optimiste, un 5,5, 6 sur 10. Des conversations, ouais, des conversations que je peux avoir avec surtout les assureurs et les réassureurs. Le climat est évidemment à augmenter la rentabilité, mais surtout à réduire la volatilité, ce qui ne facilite pas les projets nouveaux, c'est-à-dire des produits jamais faits ou encore un nouveau programme pour un nouveau distributeur en affinitaire. Il y a quelques exceptions, hein, par exemple le cyber qui est un risque émergent, et bien ça, les réassureurs et les assureurs ils vont quand même, mais sans doute pour l'attrait des chiffres, puisque on parle de pratiquement 265 milliards de dollars de rançons qui seraient payées à horizon 2030 pour la cybercriminalité. Donc ça attire les assureurs, non pas le chiffre des sinistres, mais le potentiel en termes de couverture. Ouais. Mais à part ça, il y a j'ai l'impression, une attitude un peu attentiste du marché de la réassurance notamment. On voit même sur des risques plus traditionnels, hein, leur cœur de métier sur les risques 4, où aujourd'hui se pose la question de l'assurabilité face au changement climatique, avec un rôle de la prévention qui est plus important que jamais, d'autant plus importante que 2023 était encore une année un peu compliquée de ce côté-là pour les réassureurs, avec plus de 100 milliards de dollars de sinistres payés. Tu parles à l'échelle du monde entier. Ouais, à l'échelle du monde, hein, donc pas uniquement en France et pas uniquement en Europe. Finalement, je pense qu'on a un climat, donc une attitude attentiste et un retour aux fondamentaux de l'évaluation des risques, donc des données, de la prévention. Et dans ce cadre, je pense qu'en affinitaire, c'est très important pour les courtiers, pour aussi les assureurs qui vont voir les réassureurs, de donner le maximum de visibilité, de transparence, bien sûr, surtout sur cette partie gestion des risques, avec les mesures de prévention, la confiance à créer de ce côté-là. Ok, entendu. Donc déjà, on a un premier conseil, là, en tout cas pour les courtiers qui écoutent, qui est de donner de la visibilité, de la transparence sur vos données à vos assureurs. Merci beaucoup, Arnaud. Si je peux me permettre de rebondir, oui, Elodie, juste deux mots, c'est effectivement un secteur, l'assurance affinitaire, je peux en parler en tant que courtier, Anthony étant assureur, c'est quand même un secteur qui subit moins le hard market. Donc vous, courtier qui travaillez sur un certain nombre de marchés, ça reste un marché qui est moins compliqué que d'autres marchés où il y a de l'innovation et Sénat en est la preuve, mais d'autres assureurs émergent. Donc effectivement, le climat et la notion du cyber et la notion des catastrophes naturelles est importante, mais en tout cas, il y a de l'espoir et je suis optimiste comme toi, Arnaud. Merci pour ton commentaire. Anthony, toi de ton côté, Chubb, hein, c'est un acteur international, donc tu vois des tendances au niveau global. Vous accompagnez des entreprises aujourd'hui, hein, comme Revolut ou Boursobank, en tout cas c'est celle que j'ai en tête.
On a un optimisme chez Arnaud et en même temps une attitude attentiste qu'il mentionne, un côté portage. Toi, quelle est ta vision? On regarde depuis longtemps et je pense qu'on a un petit peu d'avance peut-être à cause de cette culture anglo-saxonne. En tout cas, on essaie de regarder surtout les composantes. On travaille beaucoup sur les fintech, les insurtech en général. On se rend compte quand même que l'économie, elle est devenue plus concrète et qu'on recherche maintenant des composantes plus solides et plus durables dès lors qu'on veut lancer un projet, que ce soit dans la banque, dans l'assurance ou dans le retail, par exemple, et qu'on cherche vraiment une valeur ajoutée parce qu'il y a eu un côté un peu hype, je pense, de l'affinitaire pendant de longues années. Et concrètement, les choses qui auront de la valeur, elles doivent reposer sur des composantes plus solides. Ok, juste concrètement pour nous tous, quand tu dis une économie qui repose sur des composantes plus solides, ça veut dire quoi? Je prends l'exemple de l'économie digitale, en tout cas tout le business qui s'est digitalisé. On voyait des retours sur investissement à partir de la 3e année. On voyait aussi des valorisations d'entreprises sur les levées de fonds, sur la taille de la clientèle. Tout ça, on voit que c'est devenu très fragile. On voit que les levées de fonds, la donne va vraiment changer. Et globalement, effectivement, il y a une accélération de la recherche du rendement pour tout le monde, que ce soit distributeurs, assureurs, courtiers. Et finalement, seuls les plus solides survivront. Et je parle bien aujourd'hui de solidité. Ok, tu parles d'un retour sur investissement rapide aussi à mettre en œuvre. Pour toi, ça passe par quoi? Est-ce que ça implique des changements stratégiques, par exemple? Oui, alors c'est une vision, c'est notre vision. On a une vision un peu multicontinent, donc c'est pas que la France. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont arriver en France un peu plus tard, mais globalement, je pense qu'il faut recentrer un peu toutes les offres et la distribution autour du client final. Et se mettre au moins 5 minutes dans la peau un peu de sa cible, alors que l'affinitaire a souvent été bâti autour des objectifs des partenaires distributeurs pour leur proposer des revenus complémentaires, par exemple, pendant de longues années. Et on se rend compte que finalement, les portefeuilles sont fragiles, il y a beaucoup d'attrition. Donc voilà, bien définir les besoins clients, se mettre dans la peau du client, quelles sont les attentes de la cible, quelle est vraiment la force de prescription du partenaire, parce que bien souvent on se dit ce partenaire a un très gros chiffre d'affaires, mais est-ce qu'il y a une fidélité avec cette clientèle? Est-ce que la clientèle vient régulièrement, ou est-ce que c'est juste des achats one shot? Est-ce qu'il y a une affinité réelle? Je pense que le mot affinité doit reprendre un petit peu tout son sens. Pourquoi ce client souscrirait à notre offre? Pourquoi finirait-il par résilier un jour son contrat? Là, on voit vraiment l'enjeu de l'attrition. Donc voilà, et tout ça, globalement, de notre point de vue, souvent les propositions qui nous sont faites, en tout cas les projets, manquent un peu de préparation. On a du mal à vraiment percevoir un peu toutes ces composantes-là. Et puis, quand les offres sont un peu structurées, on a aussi l'enjeu du contexte externe. On lance pas effectivement un projet avec des acteurs de l'immobilier quand on a des taux d'intérêt à 5% aujourd'hui, par exemple. Faut aussi la question du bon moment, elle est importante. Le climat social, le moral des ménages, le moment où on lance son offre, on a vu pas mal de choses se lancer un peu pendant le Covid ou pendant. Et il y a beaucoup de projets qui sont tombés à l'eau et peut-être des économies aussi des entreprises qui ont dû mettre la clé sous la porte à cause de ça. Ok, entendu. Donc là, un deuxième conseil, toujours pour essayer d'être concret pour l'audience, c'est de bien remettre le client final, le consommateur au centre de votre stratégie. Merci beaucoup pour ça, Anthony. J'aimerais bien qu'on poursuive avec David, parce que du coup, on vient de parler un peu d'un climat quand même assez tendu, même s'il y a de l'optimisme, j'ai bien entendu. Et à l'inverse, quand on regarde côté distributeur, à l'autre bout de la chaîne, on voit que l'assurance affinitaire est en pleine croissance. On a des consommateurs qui sont de plus en plus positifs à son égard par rapport aux années passées. J'ai lu une étude là sur une enquête de la FG2A qui dit qu'il y a un Français sur deux qui estime que cette assurance affinitaire leur permet d'acheter de façon plus sereine leurs produits. Et il y a un tiers des Français qui pensent même qu'elle devrait être obligatoire. Donc, c'est vraiment une tendance à la satisfaction. Selon toi, David, quels sont les facteurs de cette accélération de l'affinitaire? Merci Elodie. Selon moi, en tout cas côté Accenture, on voit 3 grands facteurs d'accélération. Le premier point, et ça a été mentionné notamment par Anthony, c'est l'évolution des attentes et des modes de consommation des clients.
où en effet, ils vont chercher plus de simplicité. Et on parle souvent de one-stop shop. Ils vont vouloir trouver l'ensemble des choses et pas avoir à faire plusieurs parcours différents, plusieurs endroits, y compris pour souscrire un contrat d'assurance potentiellement, un contrat d'assurance qui peut être aussi un accélérateur sur l'achat d'un bien. Et ensuite, il y a vraiment besoin d'une expérience aussi intuitive, instantanée. On parle aussi d'expérience individualisée et innovante. Pour finalement, on parle souvent de réenchanter cette expérience client. C'est sur toutes ces dimensions qu'il faut travailler. Donc ça, c'est le premier facteur d'accélération. Le deuxième qu'on voit, c'est le phénomène autour de l'évolution des attentes des distributeurs d'assurance eux-mêmes. Et là, je parle bien des acteurs traditionnels qui distribuaient déjà de l'assurance, que ce soit des courtiers, voire même des nouveaux courtiers, jusqu'à des acteurs qui ont commencé à distribuer plus ou moins récemment des produits d'assurance. Et là, je parle du monde du retail, du monde de l'automobile, voire même des fintechs, comme justement potentiel de diversification. Eux aussi tirent le marché parce qu'ils ont des parcours digitaux. Et du coup, sur ces parcours digitaux, il y a des standards. Et ces standards, c'est justement ce que j'ai évoqué précédemment, c'est de répondre aux attentes des consommateurs, des clients. Donc, eux-mêmes sont porteurs de ces standards-là. Et ils sont porteurs de ces standards-là aussi sur le dernier point, c'est l'enjeu de digitalisation des échanges. Puisque finalement, on voit bien qu'avec le client, les échanges sont très fortement digitalisés. Pour être efficace dans cette relation avec le client, il faut aussi que le courtier il soit efficace dans sa relation avec son assureur. Donc, du coup, la demande des courtiers, c'est aussi sur la démocratisation des API, c'est aussi finalement exploiter tous les potentiels technologiques pour pouvoir aller plus vite, être plus intégré dans les parcours et je pense qu'on en parlera aussi aujourd'hui, mais être plus efficace, y compris sur des sujets de conformité. Donc, d'avoir tout de suite le bon formulaire, d'avoir tout de suite la bonne information qui est transférée vers l'assureur et de l'assureur vers son courtier et qu'il n'y ait pas de risque de perte en ligne autour de ces sujets-là. Donc, on voit bien que finalement aussi, il y a une place grandissante aussi autour des enjeux, capacité de traitement de la donnée, dans tout ça. Et on fait souvent le parallèle avec le monde bancaire et regarder comment est-ce que le monde bancaire s'adapte aussi par rapport à ces enjeux de distribution intégrée, etc. Et finalement, c'est le monde assurantiel, je le trouve assez sain, le fait que c'est plutôt le marché en fait qui est en train de tirer et les besoins du marché, que ce soit des clients ou des distributeurs, pour tirer cette transformation et pas forcément la réglementation. Après, la réglementation, elle est en train d'arriver aussi dans le secteur assurantiel. On verra dans quelle mesure ça va changer les choses d'ici quelques temps. Ok, c'est super intéressant. Du coup, avec cette accélération, tu parles aussi bien côté consommation, attente des distributeurs et puis digitalisation. Du coup, ça engendre forcément un mouvement côté courtier. Selon toi, pourquoi ce mouvement il est extrêmement rapide aujourd'hui? C'est vrai que si on se concentre sur le monde du courtage, on constate au cours des dernières années quand même un phénomène bien connu qui est celui d'un phénomène de concentration. Il y a l'appétit de certains fonds d'investissement qui ont fait l'acquisition de courtiers avec pour objectif de les transformer rapidement pour pouvoir exploiter tout leur potentiel avant de les revendre et bien évidemment aller chercher les multiples associés. Donc ça, c'est un des phénomènes. L'autre phénomène, on en a commencé à l'effleurer, mais c'est celui de la pression du régulateur et des différentes contraintes réglementaires. Pour y faire face, aujourd'hui, pour des petits acteurs, c'est de plus en plus difficile de faire face à ce niveau d'exigence sans avoir les ressources dédiées, la bande passante, voire les outils pour le faire. Donc, il y a quand même un sujet de taille critique qui parfois va aussi pousser à des rapprochements pour de la mise en commun finalement de moyens autour du sujet. Donc, et j'évoquerai aussi, au-delà de ce phénomène de concentration, le contexte concurrentiel et du coup la pression aussi sur les marges. Je pense que les gens qui sont présents ici le subissent également. Alors ça, selon les périodes et selon les produits vendus, puisque là, il y a eu des marges un peu meilleures sur les sujets d'épargne, mais on a quand même globalement, ce qu'on constate sur le marché, c'est que les courtiers qui se différencient sont ceux qui investissent très largement dans les outils digitaux. Je vais donner un exemple, notamment sur le sujet de la maîtrise des leads. Un courtier bien connu de la place en santé prévoyance a fait l'acquisition de Salesforce comme solution de CRM. Et dans la manière de suivre ces leads, il est capable de passer d'un taux de marché qui est à peu près 5% de taux de conversion à un taux de 20%. Et là, on voit tout de suite, du coup, le potentiel de se doter de ce genre de solution.
Pareil, si on regarde sur les meilleures expériences qui existent aussi au niveau de ce que je fournis à mon réseau en tant que courtier et à mon réseau de conseillers, finalement, les générations d'extranet ont quand même beaucoup évolué. Et quand on regarde des exemples de courtiers en épargne retraite par exemple, certains ont développé des plateformes complètes, et donc là je ne parle même pas des plateformes qui sont fournies par les acteurs du marché, mais leur propre plateforme pour que leur CGP soit capable de faire aussi bien de la gestion de clients, de l'ingénierie patrimoniale, d'être capable d'avoir un espace pour que le client puisse consulter, déposer ses documents, gérer aussi bien la souscription que la gestion des contrats, faire de la simulation, gérer aussi ses propres besoins internes autour des sujets de formation, va vraiment l'outil qui couvre tous leurs besoins au quotidien en fait. Et finalement, je l'évoquais aussi précédemment, le sujet d'amélioration des processus, donc que ce soit en gestion de contrat ou en gestion des sinistres, là, la capacité d'échange temps réel avec les assureurs change la donne potentiellement en termes d'efficacité. Donc on a finalement tous ces phénomènes-là qui se recoupent quand on regarde le monde du courtage. Ok, entendu. On va revenir un petit peu plus tard sur la technologie. Justement, on reparlera peut-être de cette connexion temps réel avec les assureurs. Merci David. Alors, on a fait un petit tour d'horizon sur les tendances marché. Vous le savez, maintenant, on va parler innovation. Avant d'écouter nos interlocuteurs, je voudrais qu'on regarde les résultats du sondage. Alors, juste, c'est assez équilibré vous pensez que l'innovation viendra plutôt des produits d'assurance et du fait qu'elles soient parfaitement tarifées, ajustées au risque en temps réel. Ça, c'était la question qui a le plus de réponses, enfin le point qui a le plus de réponses. L'autre qui a eu aussi 38% des réponses, c'est au niveau du service. Voilà, donc c'est ces deux tendances qui émergent là de notre audience. Innovation, produit, tarification et service. On va écouter tout de suite nos interlocuteurs pour en discuter. Alors Laurent, t'as pas encore entendu toi, juste un petit mot sur Marche, hein, vous êtes considéré comme le leader du courtage, 45 000 collaborateurs, 130 pays. On aimerait bien savoir comment Marche se prépare à l'avenir aujourd'hui. Quels sont vos investissements phares pour aujourd'hui et puis les années à venir? Merci pour cette question. Pour revenir sur ce qui a été dit notamment par David et Anthony et le client au centre des préoccupations et je dirais le client de nos clients. Un courtier traditionnellement est dans le panel autour de la table. C'est la gestion des risques des clients. L'assurance est un centre de coûts. La question, c'est d'accompagner les activités de nos clients et donc de s'intéresser à leurs propres clients. Aujourd'hui, je pense qu'un courtier, dans son travail d'analyse sur l'ensemble des risques d'une entreprise, ne peut pas se permettre de passer autour de ce qui est core business pour son client et de voir comment l'assurance peut être une source de valeur ajoutée, ça peut être une manière de fidéliser les clients, ça peut être une source de revenus. En tout cas, c'est une préoccupation qui doit être présente. Et effectivement, avec l'ensemble des paramètres qui ont été évoqués, qui sont très importants, la conformité, les outils. C'est la raison pour laquelle Marche, qui est un courtier généraliste et qui est un courtier entreprise, il y a 3 ans en France, mais il y a 4 ans dans le monde, s'est décidé à développer massivement les assurances affinitaires, de sorte que 20% de son chiffre d'affaires à terme soit le résultat de ces assurances. Ça passe par des recrutements, ça passe par l'acquisition de sociétés et ça passe par des investissements IT. Donc on en est là. L'illustration en France où en 3 ans on a passé notre book de 10 millions à 100 millions de primes et environ 3 milliards dans le monde. On est une équipe de 85 personnes. Notre vision de l'affinitaire, elle est un peu différente. On parlait beaucoup d'affinitaire comme une ligne de produits, l'assurance voyage, l'assurance bancaire, l'assurance téléphonique. Pour nous, l'assurance affinitaire, elle est partout. Nos clients, ils ont des activités diverses et variées. La question est quel est le produit d'assurance qui va coller le plus possible aux besoins. On prend un client comme Amazon. Excuse-moi, je te coupe une seconde, Laurent. Juste un intervenant, je pense, qui écrit à l'ordinateur. Et c'est OK si vous mettez votre micro en off le temps que les personnes parlent. Merci beaucoup. Vas-y, Laurent, excuse-moi. D'accord. Non, je pensais que tu voulais que je réagisse à la phrase de Gilles Courvoisier que je salue.
Tu peux. On Vas-y. est tous leaders de quelque chose, mais effectivement, Marche est leader du courtage dans le monde. Je pense que personne ne concevra. Ce n'est pas la prétention qu'on a d'être le leader sur l'assurance affinitaire en France. Je le laisse à SPB. En tout cas, on a la vocation d'être dans le top 3 à minima. Toujours est-il que sur l'accompagnement d'Amazon, puisque c'est de ça dont je parlais, Oui. on accompagnait la livraison. Aujourd'hui, Amazon nous livre plus de colis que le postier. On était sur de l'assurance automobile, on était sur de l'assurance marchandises transportée, on n'était pas sur les verticales traditionnelles. Voilà. Donc notre vision, elle est celle-là. Elle passe par des investissements. Oui. Des investissements autour des nouveaux besoins, les besoins autour de la mobilité, des besoins autour des nouveaux comportements. Le seconde main en fait partie dans les assurances des devices, l'automotive avec les véhicules électriques. Ça passe par une manière de changer notre manière on parlait de service dans le sondage, de changer notre manière de régler des sinistres par de l'automatisation, par de la reconnaissance de pièces, par du tri de pièces automatiques. Et à terme, il y a beaucoup de débats en ce moment autour de l'intelligence artificielle, du chat GPT. J'ai vu une étude comme quoi les avis des médecins étaient plus fiables en chat GPT que par le regard humain. En tout cas, on est encore avec un besoin de collaborateurs et d'équipes, mais on s'appuiera sur ces technologies pour développer les solutions pour nos clients. Ok. D'ailleurs, concrètement, vous utilisez une techno que tu appelles l'ENAI, c'est ça? Oui, l'ENAI, qui permet à l'ensemble des collaborateurs, quand ils ont une question qui leur est posée, d'avoir recours à l'avis de notre chat GPT. Ok, entendu. Et on avait aussi évoqué ensemble des explorations sur l'assurance paramétrique, par exemple, des communications. Vas-y, pardon. Oui. Alors effectivement, sur la chaîne valeur du courtier, le conseil, le placement, la gestion, les outils, les process. Sur le placement, il y a effectivement la capacité à trouver de nouveaux guichets, de nouveaux assureurs. Et je salue à nouveau Sénat, non pas pour leur faire de la pub et parce que Elodie, tu m'as demandé de le faire, mais parce qu'on a besoin de nouveaux assureurs et de nouveaux porteurs. Chubb est un des leaders et on leur remercie aussi. Mais effectivement, travailler sur de nouvelles solutions. Et les nouvelles solutions, c'est des produits notamment paramétriques qui sortent des créneaux traditionnels et qui vont au-delà des solutions qui existent. C'est-à-dire qu'il y a un paramètre qui se déroule, l'assurance fonctionne et la question est d'aller chercher la réalisation de ce paramètre. Il y avait des exemples par le passé sur le retard d'avion, sur l'assurance de grêle et autres. Et on va aller au-delà de la demande du client et de sa déclaration de sinistre avec une proactivité folle et forte. Ok, entendu. C'est intéressant toutes ces innovations que vous êtes en train soit de mettre en place d'ores et déjà, soit d'explorer pour demain. Merci beaucoup, Laurent. De rien. Arnaud, j'ai une question pour toi parce qu'on a parlé donc d'expérience, de nouveaux besoins, on a parlé des schémas d'assurance, de technologie, bien sûr. Ça m'intéresse d'avoir ton regard sur l'innovation technique. Pour toi, c'est quoi l'avenir du produit d'assurance en tant que tel? Alors, moi, je partage aussi ce qui a été dit notamment par Anthony, où je pense que l'assurance affinitaire, elle doit être de plus en plus premium au sens où elle doit être servicielle et axée autour de la valeur apportée aux clients, au-delà de l'aspect purement financier, et que la course vers en termes de prix, elle est plutôt vouée à l'échec. Pour répondre à ta question sur l'innovation, moi je vois deux champs d'innovation. Alors sur les innovations techniques, notamment les innovations en termes de garantie, et là je rejoins ce qu'a dit Laurent, ça suit surtout les besoins, et David, ça suit surtout les besoins de la société. L'exemple, l'assurance smartphone, ça existe parce qu'il y a des smartphones. L'assurance pour la seconde main, parce que c'est nouveau, l'assurance cyber également. Les fondements techniques, pour les actuaires, ils ne changent pas. Il y a quand même une innovation, c'est qu'aujourd'hui, avec les datas disponibles, dont tu as parlé, David, notamment, on peut faire beaucoup d'analyses à 3 conditions, selon moi. 1, il faut arriver à remonter les données sans détruire l'expérience utilisateur avec des formulaires à rallonge. Il faut des données de qualité, donc ça c'est le deuxième point, sans faire exploser le coût de cette qualité avec des équipes qui remplissent à la main des bases de données.
Et puis, le troisième point, c'est pour faire des analyses statistiques qui soient pertinentes, et pertinentes au sens où elles ont du sens au-delà des mots qu'un actuaire peut mettre sur ces chiffres. Il faut des volumes en termes de vente, aussi en termes de sinistres pour apprendre des choses, faire évoluer les programmes. Et en affinitaire, c'est parfois un frein parce que les portefeuilles sont pas forcément suffisamment grands en termes de nombre d'assurés ou avec un historique suffisamment courant, mais voilà, le Graal, c'est des données de qualité et en nombre suffisant pour en tirer des messages pertinents. Ça, c'est pour l'innovation technique. Pour l'innovation sur le schéma de distribution, c'est le deuxième champ d'innovation. Et là, c'est pareil, c'est encore une fois sur la chaîne de valeur assurance, convaincre les acteurs et notamment le distributeur de la valeur intrinsèque de l'assurance au-delà du simple commissionnement, donc la valeur pour ses clients, pour la fidélisation de ses clients dont a parlé Anthony, et leur faire comprendre que l'assurance fait partie d'un tout, une offre complète. On peut donner un exemple, par exemple sur la billetterie, le sans justificatif que Sénat a remis au goût du jour. Ce qu'on a fait, c'est simplement lever des barrières pour la déclaration de sinistre. Alors du coup, c'est plus cher, car il y a moins de barrières techniques dans le produit d'assurance, mais je pense que l'assuré s'y retrouve en termes de valeur, et le distributeur aussi en termes d'expérience client et d'expérience de ses assurés. Et je pense que c'est une grosse explication du succès de ce produit. Ok, merci. Tu vois, tout à l'heure, Laurent parlait du paramétrique, par exemple. Quand on lit, on va vous le poster sur le chat d'ailleurs, le rapport qui s'appelle Future of Economy 2030. On parle aussi donc de paramétrique, de blockchain. Il y a pas mal de buzzwords un peu futuristes. Selon toi, c'est un futur lointain, ces innovations-là, ou tu y vois une application possible à court terme? Je pense que c'est des applications qui sont possibles à court terme. La blockchain, c'est une façon de sécuriser les transactions, mais in fine, c'est encore une fois une question de remontée de data et d'informations sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Idem pour le paramétrique dont a parlé Laurent, il faut que les paramètres remontent pour ensuite déclencher un certain nombre de choses. Il y a sans doute des choses à imaginer à moyen terme. Laurent a parlé de l'assurance retard d'avion ou de la grêle. On peut imaginer sur de l'assurance de panne, par exemple une chaudière qui aujourd'hui les appareils sont connectés. Quand la panne se déclenche, ça appelle. Il y a certains produits qui appellent directement le réparateur. Elle pourrait aussi appeler directement l'assurance. Alors, il faut vérifier les conditions d'éligibilité, que la couverture, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exclusion qui s'applique. Mais c'est des choses qu'on pourrait imaginer à court terme. À court terme, ouais. Ok, bon, le champ des possibles est immense. Merci pour tes éclairages. Alors, je vous propose qu'on passe à la dernière partie de notre webinaire. Il y avait une question sur le chat qui était liée à l'assurance embarquée. Oui. L'assurance embedded, indiquant que saturer le modèle affinitaire, je sais que ça faisait partie des sujets que je voulais traiter avec le panel, donc je vais y répondre. Vas-y, bien sûr. Pendant que Élodie se reconnecte peut-être. En fait, c'est complémentaire. L'assurance embarquée, c'est l'assurance en inclusion. L'assurance affinitaire comprend l'assurance en inclusion et l'assurance optionnelle. Donc l'un ne va pas tuer l'autre. Je suis pas sûr que l'ensemble des distributeurs soient prêts à intégrer des solutions d'assurance de façon systématique dans leur modèle. On le souhaite et on le préconise d'un point de vue assurantiel pour Anthony et Arnaud, pour une meilleure mutualisation, pour éviter l'antisélection. En tout cas, le modèle optionnel, il a toute son avantage, notamment pour faire du sur-mesure aussi, puisque qui dit inclusion dit offre unique. Or, nos consommateurs ont des besoins qui sont différents, donc l'assurance affinitaire a de beaux jours devant lui. Okay, si je peux ajouter quelque chose, Élodie, là-dessus, juste pour compléter ce que disait Laurent, en plus, les deux peuvent très bien cohabiter. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire en sorte de faire changer un peu les moyens de consommation avec l'assurance, se dire cette assurance, je la connais pas, donc je vais pas la souscrire comme ça, on va me l'offrir d'abord, et peut-être qu'une fois qu'on me l'a offerte, on va me proposer individuellement d'augmenter le scope de la garantie, augmenter les capitaux, racheter des exclusions. Donc finalement, cette partie d'embarquer, elle ouvre aussi une porte qui est pas très bien exploitée aujourd'hui. Ça, c'est une vraie vision marché.
de se dire que on va habituer le consommateur à utiliser un nouveau service dont il ne perçoit pas encore la valeur. Mais une fois qu'il en aura perçu la valeur, on va pouvoir lui proposer de continuer à vivre avec ce contrat-là individuellement. Donc c'est quelque chose que, ce sont des mécaniques qu'on voit très très peu. Nous, on est très porteurs de ce genre de mécanique. C'est un investissement aussi. Il ne faut pas oublier que l'embarqué, ça reste un investissement. Donc ça doit s'intégrer dans la valeur du produit final, ce qui n'est pas forcément adressé à tout type d'économie. Donc voilà, pour répondre à la question et pour compléter ce que disait Laurent, je pense que les deux peuvent très bien cohabiter dans la mesure où on arrive bien à conserver la valeur perçue. Et bien souvent, les garanties embarquées sont des garanties qui ne sont pas forcément toujours matures pour pouvoir déclencher un processus d'achat. Ok, parfait. Et vous avez bien fait de prendre une question. On peut peut-être en profiter pour en prendre une autre parce que il y en a une qui concerne l'IA. Il y a une question autour du partage de la valeur. Aussi, voilà, exactement. Sur la dérive des chargements et qui revient au rôle du courtier, puisque vous êtes dans la salle tous courtiers. Quel est le rôle du courtier par rapport aux porteurs de risques et aux distributeurs? Ce qui est différent d'un programme affinitaire par rapport à un programme traditionnel, c'est qu'il y a une grande transparence, non pas que les courtiers ne le soient pas et la directive sur la distribution nous impose à l'être, mais en tout cas, c'est une discussion avec l'ensemble des parties autour de la table. Chacun doit avoir une valeur ajoutée qui soit mesurable. Et quand on parle d'empilement des coûts, moi je parle de transfert de coûts. La conception du produit, elle a un coût. Quand vous allez chez un assureur en direct ou quand vous passez par un courtier, la question c'est la répartition de la création et de la conception du produit et le partage des coûts correspondants entre les deux intervenants. Le placement, il a un coût mais qui est relativement réduit, qui vient à trouver le bon assureur, mais mis à part en première année, il reste limité. Ensuite vient la gestion et l'innovation. Sur l'innovation, il y a des coûts de setup. Généralement, il est à charge de celui qui a mis en place la technologie et le sponsor en fait partie. Ensuite vient la gestion. Le courtier qui va gérer, il va gérer en lieu et place de l'assureur. Donc c'est un transfert des coûts et non pas un empilement des coûts. Les coûts de courtage étant des charges variables et pouvant intéresser nos partenaires assureurs. Je crois que David a envie de réagir. Oui, je compléterai bien en effet ta réponse en disant que dans le sujet du partage de la valeur, il y a aussi la valeur qu'on redonne aux clients. Et donc ça, c'est notamment, je pense que les acteurs autour de la table là, qui s'intéressent au sujet d'assurance des emprunteurs et des recommandations de l'EIOPA sur le sujet sont tous bien concernés et je pense s'y préparent fortement. Donc dans la conception même des produits à l'avenir, que ce soit des produits qui sont là pour finalement prendre le relais de l'assurance emprunteur sous une autre forme ou même le fait de repenser les produits d'assurance emprunteur actuels et le partage de la valeur, en fait, c'est plus tout à fait possible d'être dans le paradigme où on ne redistribue moins de 30% de S sur P, en fait. Donc là aussi, il y a un certain nombre de choses qui vont devoir changer. Quand on parle de partage de la valeur future, il y a aussi l'attention toute particulière du régulateur sur le fait que la valeur soit bien partagée avec le client et bien perçue par le client de manière très concrète. Ok, merci David. Merci pour cette question. Avec des niveaux de rémunération pour les distributeurs aussi, et ça c'est à vous de le conseiller et de conseiller vos clients, de ne pas tomber dans des dérives. Aujourd'hui, l'assurance affinitaire, c'est maximum 50% du prix public en commission de distribution. Quand on arrive sur des schémas où on vend 10 fois le prix technique, on se retrouve effectivement avec des rapports Sistra-Prime extrêmement bas et qui n'est plus entendable pour le consommateur de demain. Ok, merci Laurent. Je vous suggère qu'on continue un petit peu. On prendra encore des questions juste après ou à la fin. Sur une question qui m'avait été posée par Elodie, et désolé si je ne suis pas le fil, il y avait la question de quelles sont les assurances du futur. On a parlé de paramétrique, ça en fait partie. Arnaud a parlé de quelque chose d'assez essentiel sur l'innovation produit, sur le sans justif, le sans motif, qui est sur l'assurance billetterie et l'assurance voyage s'est répandu avec le Covid notamment. Donc sans motif, sans justif. Le sans justif étant une manière pour le consommateur d'être indemnisé plus rapidement et avec une expérience sinistre qui soit la plus simple possible, certes avec une indemnisation moindre. Donc il y a des évolutions en ce sens. La clarté des contrats en fait partie. La mesure de la performance et de la qualité de service sur les délais de traitement, sur les délais de réponse,
et l'automatisation, puisque c'est une question qui a été posée et peut-être que David pourra y répondre, ou Anthony, sur effectivement le fait qu'on parlait peu d'intelligence artificielle. En tout cas, tout ça va concourir au final à donner de la valeur et permettre la mesure de cette valeur. Ok, merci beaucoup Laurent pour ce complément. Anthony, j'aimerais qu'on enchaîne avec toi. Réagir. Excuse-moi Laurent, je ne sais pas si tu m'entends. Est-ce que vous m'entendez d'ailleurs, les autres intervenants? Oui, très bien. Oui, très bien. Ok, donc je pense que Laurent a peut-être un problème de son. Anthony, j'aimerais qu'on enchaîne avec toi, tu vois, parce qu'on parlait bien de l'innovation, mais tout à l'heure aussi, on parlait c'est toi d'ailleurs qui en parlais sur atteindre la rentabilité rapidement. Donc, c'est intéressant toutes les innovations dont on parle, mais comment on fait les deux à la fois? Écoute, on va parler plutôt de bonnes pratiques, parce que je vais pas m'engager à avoir la recette magique, mais en fait, pas mal de choses un peu évidentes. En l'occurrence, quand on vient nous voir avec un projet, on vient avec un business plan, on vient avec des projections. Et cette taille critique, elle est essentielle aujourd'hui, puisque tous nos modèles de pricing et la rentabilité pour toutes les parties prenantes, elle repose effectivement sur cette taille critique. Et bien souvent, les écueils qu'on voit sur les développements, c'est bien des bookings, enfin des souscriptions qui sont pas en rendez-vous, qui vont pas à la bonne vitesse, qui nous fait potentiellement mettre un pied en arrière et prendre des initiatives peut-être qui viendront pénaliser l'équilibre initial. Donc ça, c'est important. Et ça repose sur quoi? Ça repose surtout sur une vraie stratégie marketing. On vend souvent de l'assurance affinitaire comme de l'assurance, mais il y a une composante qui est quand même très importante dans l'affinitaire, c'est le marketing. Et souvent, c'est un peu le parent pauvre de l'équation. Il suffit pas de rajouter un bouton souscrire ici et un parcours de souscription pour réussir. Il faut quand même un budget marketing, il faut une culture marketing, il faut savoir mettre en avant une garantie d'assurance, l'expliquer très simplement avec une culture, un mot qui sera ou des mots qui seront proches du partenaire affinitaire. Donc nous on le voit, hein, c'est vraiment quelque chose. Souvent on a un BP, un tableau Excel, ça va se passer comme ça, mais on sait pas trop sur quoi ça va se reposer. Donc on a vraiment besoin d'avoir un peu plus de confiance et de montrer que les composantes marketing sont là. On parlait beaucoup de qualité de service et ça aujourd'hui je pense que c'est essentiel. C'est aussi un moyen c'est non seulement un moyen de se différencier, mais c'est aussi un moyen de se protéger dans le temps. Quand vous avez un partenaire et que vous êtes capable de lui apporter des composantes sur la qualité du service que vous lui adressez, les feedbacks de leurs clients qui sont satisfaits, qui vont même vous recommander, ça change tout, parce qu'on parlait peut-être tout à l'heure de proposer des commissions, mais quand on a en plus un service qui est distribué à partir d'un partenaire, qui n'est accessible qu'à partir de ce partenaire, et qui va apporter une grande satisfaction, on va apporter une valeur ajoutée un peu immatérielle à ce partenaire qui va en plus animer une sorte de communauté autour d'un service qu'il a offert, qu'il a proposé de souscrire dans son parcours de vente. Donc la qualité de service, si en plus elle est mesurée, ça fait vraiment partie des axes qui vont pouvoir stimuler la rentabilité. Donc après, c'est une histoire de culture. Nous c'est vrai que chez Chubb, on est assez exigeant là-dessus. Donc on a vraiment besoin de trouver des partenaires qui ont cette mentalité, que ce soit chez le courtier ou chez le distributeur final. Ce qui nous amène surtout à mieux sélectionner nos opportunités et s'assurer aussi qu'on a le même niveau d'engagement. Et c'est souvent ça qui manque aussi chez le distributeur. Bien souvent, un courtier va venir avec une très bonne idée auprès d'un distributeur. Le distributeur croit moyennement, mais il se dit s'il y a de l'argent à faire, allons-y. Et puis, au moment où tout le monde a bien travaillé, le courtier, la compagnie, qu'on a fait beaucoup d'allers-retours, de belles présentations, le projet, il va être repriorisé. Il va être peut-être sans suite parce qu'ils n'y croyaient pas depuis le début. Donc, bien choisir ses combats, bien choisir aussi ses cibles et vraiment s'assurer d'un niveau d'engagement optimum du partenaire. Je pense que souvent, ça fait défaut parce qu'on a vraiment envie de faire plaisir ou alors on a envie de dupliquer des choses qui existaient chez les autres et on se dit pourquoi pas nous. Et tout ça, c'est vraiment insuffisant pour s'assurer du succès d'un partenariat.
Ok, c'est hyper clair. Merci beaucoup. Je vois malheureusement, on arrive déjà à la fin du temps du webinaire. On va te déborder légèrement si tout le monde est ok. Mais David, j'aurais aimé que voilà, on conclue avec toi peut-être. On a parlé, Laurent en a parlé quand il répondait aux questions d'augmenter la valeur perçue. Alors on n'a pas pu aborder le volet conformité. Si on peut, on va le faire, Je sais mais pas, on David, n'aura si peut-être tu pas le voulais temps. compléter sur des Je points pense que que tu tu voulais m'entends pas, partager Laurent. avec nous. Et David, toi, je voulais que tu nous Avant parles de en fait conclure. de la technologie en particulier. Est-ce que tu vois voilà les opportunités, mais peut-être aussi les défis que ça représente pour notre audience? Oui, tout à fait. Donc en effet, Laurent, il y a peut-être le canal entre Elodie et Laurent passe peut-être pas très bien. Je ne sais pas si Laurent, tu as bien entendu les éléments d'Elodie, mais je vais essayer de rebondir aussi sur tes propos, Laurent. Globalement, moi, je voulais revenir sur le champ d'opportunités en fait qui s'ouvre pour les acteurs de l'assurance au sens large, hein, et bien évidemment les courtiers y compris. Selon moi, il y a un sujet de capacité à adresser finalement des nouveaux segments de marché à travers des nouveaux canaux de distribution qui s'ouvrent. Anthony, je me permets de te muter parce que j'entends ton clavier. Ensuite, le sujet, c'est comment est-ce que j'expose la bonne offre d'assurance au bon moment, pendant l'acte de vente, pendant le parcours et de la manière la plus seamless possible. C'est aussi un sujet d'innovation de produits et de services parce que finalement, tout le potentiel qui s'ouvre autour des sujets de l'affinitaire, c'est aussi d'apporter des services complémentaires, c'est de faire des alliances potentiellement avec d'autres acteurs et d'adresser des besoins des clients de manière un peu plus large, un peu plus holistique en fait. Et potentiellement par cette occasion-là de faire évoluer la perception que peut avoir le client du service ou du rôle que peut avoir son assureur ou des services rendus par son assureur. Mais c'est aussi, je l'ai dit précédemment, un très bon moyen de renforcer le lien entre assureurs et distributeurs pour des expériences justement plus intégrées, plus digitalisées, avec tous les enjeux d'efficacité opérationnelle qui vont derrière. Et ça, c'est valable pour tous les écosystèmes de besoins qu'on a pu aborder. Il y a quelques questions qu'on portait aussi autour de ça, hein, et sur les différents terrains de jeu des assureurs, que ce soit les sujets de mobilité, que ce soit les sujets de logement, les sujets d'épargne retraite, les sujets de santé. Il y a même une question sur la santé animale, les sujets de vie quotidienne, tous les sujets, toute la sphère professionnelle aussi. J'ai vu qu'il y avait quelques questions autour de ça. Donc, à mon sens, il y a encore de nombreux défis qui sont à relever pour les acteurs actuels. L'un des premiers défis, c'est un défi technologique. Et on parle d'ouverture du système, on parle de modularisation du système pour s'adapter à tous les cas de figure et de capacité à gérer la donnée. Hein, donc, dans les termes IT, API, microservices, data, et en effet, on a évoqué le sujet de l'intelligence artificielle, beaucoup utilisé aujourd'hui dans des cas très concrets de reconnaissance de documents, beaucoup utilisé pour faire du conseiller augmenté, etc. Et parfois même sur du pricing d'un certain nombre d'offres. Donc là, on commence à y toucher aussi de manière très intéressante dans l'offre, avec pas mal de cas d'usage qui commencent à se déployer assez largement. Mais aujourd'hui, cette transformation aussi, le point sur lequel je voulais insister, elle n'est pas que technologique, et ça serait une erreur de penser qu'elle n'est que technologique, puisque c'est un sujet où, à un moment donné, on change la donne aussi en matière, pour un assureur, par exemple, de sa direction des partenariats, puisqu'il y a une nouvelle proposition de valeur à construire et à aller chercher, à les vendre, à les proposer à ses différents partenaires. C'est aussi une opportunité de repenser ses offres, en fait, repenser ses offres et ses services. Là, ce n'est pas un sujet spécialement technologique, puisque désormais, il y a peut-être moins de freins sur la technologie pour pouvoir le faire. Et l'enjeu, c'est bien sûr, on l'a évoqué, répondre aux attentes des clients et des partenaires. Et finalement, c'est aussi assez profondément un sujet de culture interne, en fait, hein, puisque notamment si on se place du point de vue des assureurs, par exemple, vers une ouverture plus grande sur des nouveaux potentiels, sur des nouveaux partenaires auxquels on n'avait pas forcément pensé jusqu'à maintenant. C'est aussi parfois adopter des organisations internes un peu différentes. On parle parfois d'organisations en mode produit, où finalement, ça devient une vraie proposition de valeur et un vrai produit, cette capacité à distribuer de manière ouverte et de manière beaucoup plus embarquée. Ok, merci beaucoup David. On a la chance que tous tes propos d'aujourd'hui soient synthétisés dans une étude sur l'open insuring. On a la chance de pouvoir la publier aujourd'hui en exclusivité, en tout cas une synthèse. Donc on la partage tout de suite à l'audience dans le chat et vous y retrouverez donc un récapitulatif des éléments que David a partagés, mais aussi d'autres détails super intéressants. Merci beaucoup David pour ça.
Alors, on a largement dépassé. Je vous propose qu'on conclue. Si je synthétise super rapidement ce qu'il faut faire pour reconstruire l'assurance affinitaire du futur, on a parlé de définir un prix rentable dès le premier jour et de choisir des partenaires qui partagent cette vision sur la rentabilité et le partage de la valeur. On en a parlé beaucoup aussi. On a parlé d'augmenter la valeur perçue, contrat clair, service, transparence sur les coûts. Et puis de définir aussi une proposition de valeur technologique et de choisir les partenaires à intégrer à votre écosystème. C'était le dernier propos de David. Alors, on a pris quelques questions directes, on ne pourra pas en prendre davantage. On s'engage à revenir vers ceux qui avaient des questions pour leur apporter des réponses, ou aussi on vous invite à contacter directement nos intervenants si vous souhaitez échanger plus longuement avec eux. Voilà, donc j'espère que vous avez profité de cet échange. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à nos 4 invités. Merci à tous les participants qui nous ont joints aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Merci.